C. Le son, en général, attire les auditeurs. Donc j'ai l'honneur, et je suis très, très, très impressionné d'accueillir Jean Jouzel, climatologue et vice-président, ancien vice-président, me dit-il, du groupe scientifique du GIEC, mais largement encore impliqué. On l'a vu avec cette COP26 qui vient de se dérouler. Donc quand on a quelqu'un comme vous, on vous laisse la parole, on vous écoute. Donc merci Fabrice, merci de votre présence et bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, on va essayer d'échanger sur ces aspects climat. Et j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a aucun secteur d'activité qui puisse se dire le changement climatique, c'est pas mon affaire. Et c'est vrai pour ce secteur d'activité. On pourra peut-être plus échanger avec Fabrice là-dessus dans la dernière partie de cet exposé. Mais donc l'idée, c'est quand même de vous rappeler voilà, où nous en sommes, à la fois au point de vue du diagnostic et aussi plus du point de vue du point de vue du constat, mais aussi également du point de vue des solutions. Donc la première partie, c'est plus effectivement une partie plus scientifique. Voilà, et puis la seconde partie, où en sommes-nous au niveau des négociations, au niveau aussi à différents niveaux, y compris au niveau français, avec par exemple la Convention citoyenne sur le climat. Et donc le premier point, c'est où en sommes-nous? D'abord, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est, disons que le réchauffement climatique est une réalité. C'est un premier point. Les 7 dernières années vont être les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Donc, y compris cette année 2021. Ce sera une des 7 années les plus chaudes, peut-être pas la plus chaude. La plus chaude actuellement reste 2016 parce que, disons, il y avait ce phénomène El Niño qui fait que les années où l'océan Pacifique est plus chaud disons que sa moyenne sont des années généralement chaudes à l'échelle planétaire. Donc, le réchauffement est là et ce n'est pas une surprise. Qu'est-ce que nous avons fait collectivement depuis maintenant 200 ans? Eh bien, c'est émettre des gaz à effet de serre. Alors, l'effet de serre, c'est quelque chose de relativement simple. Alors là, voilà, un beau ciel bleu comme aujourd'hui, donc le rayonnement solaire nous arrive sans trop de problèmes. Il y a une partie qui est absorbée dans l'ultraviolet, heureusement, ça protège notre santé, en particulier grâce à l'ozone. Mais une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète, eh bien, une partie du rayonnement réfléchi est absorbée par l'atmosphère et donc par ces gaz à effet de serre. Donc l'effet de serre est quelque chose de bénéfique, c'est-à-dire que si nous n'avions pas d'effet de serre, eh bien, nous ne serions pas là. La température serait de moins 20 degrés. Mais ce qui nous inquiète, ce n'est pas l'effet de serre, c'est son augmentation. Alors, quels sont les gaz à effet de serre? En fait, pratiquement, dès que vous avez 3 atomes, disons plus de 2 atomes dans une molécule, eh bien, ça vibre et c'est un gaz à effet de serre. En gros, dans l'atmosphère, à part les gaz rares, l'oxygène et l'azote, pratiquement tous les gaz qui sont présents dans l'atmosphère ont une propriété d'effet de serre. En premier lieu, la vapeur d'eau. C'est le premier gaz à effet de serre. Donc il y a H2O, 3 atomes. L'ozone, par exemple, aussi, qui a 3 atomes d'oxygène, est un gaz à effet de serre. Mais par exemple, nous ne changeons pas directement les quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère directement par nos activités. Alors nous les changeons indirectement puisque le réchauffement climatique qui se met en marche, eh bien l'océan se réchauffe, il y a plus d'évaporation, plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère et ça amplifie le réchauffement. Donc la vapeur d'eau est bien le premier gaz à effet de serre, mais par contre, ce sur quoi nous avons joué de façon importante depuis 200 ans, eh bien, ce sont le gaz carbonique, le dioxyde de carbone. En gros, c'est à chaque fois qu'on brûle du gaz, du pétrole, du charbon, du bois également, bien sûr, qu'on fabrique du ciment, et puis d'autres gaz à effet de serre comme le méthane, le protoxyde d'azote. Alors, quelques chiffres. Donc, si on prend les chiffres pour 2019, on a émis 37 milliards de tonnes de CO2, donc de dioxyde de carbone
par notre utilisation de combustibles fossiles. On en ajoute 5 à 6 milliards par la déforestation, 1 à 2 milliards pour la fabrication du ciment. Quand on fabrique du ciment, on dégage du CO2 également. Donc ça fait on a à peu près 44-45 milliards de tonnes de CO2. Et il faut ajouter à peu près une douzaine de milliards d'équivalents CO2 pour les autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote et toute une série d'autres composés, dont une partie, par exemple, est liée à, disons, je dirais, à la chaîne agriculture-alimentation. Donc c'est le cas du méthane, c'est le cas du protoxyde d'azote. Par exemple, les activités agricoles sont pour plus de 80% dans les émissions de protoxyde d'azote. Voilà, donc depuis 200 ans, on a augmenté avec ces émissions, on a augmenté les concentrations il y a pratiquement moitié plus de gaz carbonique, pas loin qu'il y a 200 ans. Il y a plus de 2 fois plus de méthane, plus de 20% de plus de protoxyde d'azote. Donc, et ça s'est traduit par une augmentation du chauffage. De façon assez simple, en gros, on a 1% de plus d'énergie, enfin de chaleur disponible dans le système climatique. Donc, quand on chauffe, eh bien, c'est normal, si vous chauffez un milieu, que la température augmente. Et c'est ce qui se passe. Alors donc, il ne faut pas être surpris. Un point intéressant, c'est que de cette chaleur supplémentaire, il n'y a que 1% qui sont utilisés dans l'atmosphère. Alors c'est important de regarder ce qui se passe dans l'atmosphère, parce que c'est là où on vit, bien sûr, mais l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan. 93% vont dans l'océan, et donc c'est important d'aller voir ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe, eh bien, en particulier, c'est l'élévation du niveau de la mer. Et cette élévation du niveau de la mer, elle nous apporte un double témoignage du réchauffement climatique, puisqu'elle est due pour, grossièrement un tiers à la dilatation de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et l'essentiel du reste lié à la fonte des glaciers. Alors, je suis allé avec Fabrice qui vient de Combloux, du massif du Mont-Blanc. Le massif du Mont-Blanc, même si la mer de glace diminue de volume, ça ne contribue pas beaucoup aux élévations du niveau de la mer. Mais globalement, c'est presque un tiers actuellement. C'est-à-dire que les glaciers continentaux, mais on parle plutôt de l'Alaska, des Andes ou bien de l'Himalaya, bien sûr, les glaciers continentaux contribuent pour un tiers à l'élévation du niveau de la mer. Le Groenland, l'Antarctique, depuis à peu près 30 ans, contribue également à l'élévation du niveau de la mer. Ce qui est important, c'est que cette élévation du niveau de la mer s'est accélérée. Donc elle était d'entre 1 et 2 mm chaque année au XXe siècle. Elle est entre 3 et 4 mm sur les 15 dernières années. On est plutôt actuellement à 4 mm chaque année. Donc, donc vous voyez bien, c'est vraiment le témoignage le plus clair, un des témoignages les plus clairs du réchauffement climatique. C'est vraiment l'élévation du niveau de la mer. Et on le sait, il y a bien sûr des conséquences également. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, le climat qu'on vit aujourd'hui, alors il y a deux choses qu'on peut... La première question qu'on nous pose, et nous y apportons une réponse claire dans le dernier rapport du GIEC, c'est donc on observe un réchauffement, et est-ce que ce réchauffement est déjà lié aux activités humaines? Parce que il peut bien sûr y avoir aussi il y a des causes naturelles de variation du climat. Et là, le diagnostic est très clair, c'est-à-dire que justement dans ce rapport du GIEC, donc le réchauffement il est d'un peu plus de 1 degré à l'échelle planétaire en moyenne. Il est un peu plus important sur les continents, un peu plus important en France par exemple. Et on attribue entièrement et de façon quasi certaine ce réchauffement aux activités humaines. Donc que ce soit le réchauffement de l'atmosphère, de l'océan, des surfaces continentales. C'est un résultat essentiel du rapport du GIEC publié l'été dernier. Alors un autre point, c'est que donc c'est l'attribution du réchauffement climatique qui est un grand progrès de ce dernier rapport du GIEC. Par exemple, dans le précédent rapport du GIEC, nous disions que il y a plus de 95 chances sur 100 que l'essentiel du réchauffement climatique soit lié aux activités humaines. Ça, c'était le 5e rapport il y a 6 ans. Vous voyez, là, on est très clair. Et cette attribution du réchauffement climatique s'appuie non seulement sur la température moyenne, ce que nous faisions généralement, mais
par exemple, l'accélération de l'élévation du niveau de la mer, que je vous ai mentionné, est aussi attribuée aux activités humaines. Et puis, et ça c'est très nouveau par rapport au rapport précédent, les événements extrêmes sont attribués, certains, en tout cas les vagues de chaleur qui deviennent de plus intenses ou plus fréquentes, c'est observé, eh bien, ces vagues de chaleur sont attribuées de façon très claire, disons l'intensification de ces vagues de chaleur est attribuée aux activités humaines. Donc l'attribution est quelque chose de très clair. Nous sommes dans un monde dont nous avons modifié le climat et de façon importante. Donc un autre point qui est important, c'est que le climat que nous vivons aujourd'hui, c'est celui que nous avions anticipé tout au long des rapports du GIEC, que ce soit justement pour cette intensification des événements extrêmes, pour le rythme de réchauffement, pour l'accélération de l'élévation du niveau de la mer. Donc voilà, donc, et le fait que notre communauté climatique ait correctement envisagé l'évolution du climat, eh bien, nous invite à accorder de la crédibilité à cette communauté sur les 30 prochaines années et au-delà. Alors, que prévoyons-nous que prévoit ce rapport pour les 30 prochaines années? Ça, c'est le deuxième grand volet de ce rapport. Eh bien, il prévoit, donc, bien sûr, pour se projeter dans le futur, il faut faire des hypothèses. On a compris que, disons de façon simple, plus on va émettre des gaz à effet de serre, plus le réchauffement climatique sera important. Et donc, pour se projeter vers l'avenir, il faut faire des hypothèses. Donc, on prend, en fait, dans ce rapport, il y a 5 scénarios, 2 scénarios émetteurs, si on ne fait pas attention, 2 scénarios qui permettent de respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré, et puis un scénario intermédiaire. Alors, un premier point intéressant, c'est que en fait, il y a une continuité dans les projections des rapports du GIEC. Par exemple, si on prend le scénario émetteur, eh bien, dans les 20 dernières années, dans le précédent rapport, c'était 4,3 degrés, et là, c'est 4,4. Pratiquement, disons, les projections sont inchangées. Alors, vous me direz pourquoi en refaire? Eh bien, parce qu'elles ont été nettement améliorées, par exemple, en termes de caractéristiques régionales. Et c'est ça qui va intéresser les décideurs politiques. C'est qu'est-ce qui se passe dans ma région? Et pour en témoigner, eh bien, le GIEC met à disposition de chacun qui souhaite le regarder un atlas, c'est-à-dire qu'on peut aller sur le site du GIEC, qui est facile à trouver, et regarder en fonction de chaque scénario comment vont évoluer la température, les précipitations dans différentes régions du monde qui vous intéressent. Donc ça, c'est un progrès très important de ce rapport en termes de projection. Ensuite, ce rapport met l'accent, et c'est une des vraiment caractéristiques, c'est le 3e point, mais j'en ai déjà parlé, sur les événements extrêmes. Non seulement ce constat que les événements extrêmes se sont déjà intensifiés, en fait, ce rapport a été écrit avant l'été 2021, mais on a vu quand même des choses très surprenantes pendant cet été 2021, des températures proches de 50 degrés en Colombie-Britannique, à des latitudes pratiquement similaires aux nôtres. Donc, c'est pas dans les tropiques, c'est vraiment dans les moyennes latitudes, des précipitations plus importantes, et l'intensification des précipitations est vraiment ce qui est prédit par le rapport du GIEC. On a vu ces précipitations importantes qui se traduisent très souvent par des inondations. Ça a été le cas en Belgique, en Allemagne, et puis un peu sur l'est de l'Europe cet été. Tout cela va s'accélérer à mesure que le réchauffement se met en place. Plus le réchauffement est important, plus le réchauffement est important, plus les événements extrêmes vont devenir plus intenses, plus fréquents. Alors quand on parle d'événements extrêmes, ce sont à la fois évidemment des sécheresses dans certaines régions et avec des conséquences sur l'agriculture, plutôt des pluies torrentielles dans d'autres, des vagues de chaleur, et puis pour les régions tropicales équatoriales, des cyclones qui risquent de devenir plus intenses. Alors pas plus fréquents, mais peut-être plus intenses. Et on comprend bien que, les dégâts associés à des cyclones deviennent, malheureusement, plus importants si la vitesse maximale du cyclone est plus importante. Voilà, donc ça c'est... Alors, ça c'est le 3e point. Alors,
on n'a pas encore, disons, les conséquences du réchauffement climatique et les solutions. Il va y avoir, disons, 2 autres rapports du GIEC qui vont être publiés sur les conséquences du réchauffement climatique et l'adaptation, donc en février, et l'autre en mars, et puis un rapport de synthèse en septembre. Mais on peut déjà parler de certaines conséquences du réchauffement climatique et, disons, s'appuyer sur le précédent rapport du GIEC pour parler des conséquences. Alors ces conséquences, par exemple, un point important qui est bien souligné dans ce rapport, c'est celle sur l'élévation du niveau de la mer. Donc l'élévation du niveau de la mer, je me place toujours dans le cas d'un scénario émetteur. On pourrait atteindre 1 mètre à la fin du siècle, et c'est beaucoup pour certaines régions, peut-être, et des valeurs plus élevées ne sont pas exclues. Mais ce qui est important, c'est que l'élévation du niveau de la mer, c'est vraiment sur le long terme. C'est-à-dire il y a beaucoup d'inertie dans les glaciers, dans les calottes glaciaires. Il y a beaucoup d'inertie dans l'océan. Et donc, une fois que c'est en marche, cette élévation du niveau de la mer, on le vit d'ailleurs, ça s'accélère et ça va continuer à s'accélérer. Et par exemple, eh bien, dans le cas d'un scénario émetteur, on pourrait atteindre 3 mètres, entre 3 et 7 mètres d'ici 200 ans, enfin au cours du 23e siècle, dans 2 siècles. Mais ça se poursuivrait et on pourrait atteindre, dans le cas vraiment d'un scénario émetteur, une vingtaine de mètres à horizon de 2000 ans. C'est-à-dire que alors, effectivement, on peut se poser la question à quoi ça sert de parler de ce qui se passe dans 2000 ans ou même à l'échéance par exemple, à l'échéance de quelques siècles ou voire du millénaire. Si le réchauffement n'est pas limité, on est pratiquement quasiment certain que le Groenland va disparaître. Le Groenland, ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc alors pourquoi en parler alors que ça va arriver peut-être dans 500 ans, dans 1000 ans? Eh bien parce que c'est aujourd'hui qu'on en décide. Ce sont vraiment nos émissions des prochaines décennies qui vont décider du sort du Groenland à longue échéance. Ça prendra du temps, mais personne ne l'arrêtera. C'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est pas simplement les 10 prochaines années, mais vraiment les prochaines décennies vont être essentielles pour l'élévation du niveau de la mer. Donc des conséquences comme l'acidification de l'océan. Disons que de ces 45 milliards de tonnes de CO2, la végétation en absorbe à peu près 10 milliards de tonnes chaque année, l'océan à peu près 10 milliards de tonnes. Donc c'est bien, ça fait qu'il y a 45% du CO2 qui reste dans l'atmosphère, mais c'est aux dépens de l'océan. Parce que ce gaz carbonique, c'est un acide faible et l'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle. Et dans le cas d'un scénario émetteur, son acidité aurait doublé d'ici la fin de ce siècle. Alors, c'est une acidité très faible, c'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui pourront toujours aller se baigner, ce n'est pas le problème, mais tout ce qui se forme de calcite, de calcaire, eh bien, se forme plus difficilement. Et en fait, quand on regarde par exemple les récifs coralliens, dès au-delà de 2 degrés de réchauffement, et à cause du réchauffement et aussi de l'acidification de l'océan, ils seraient pratiquement tous affectés. Donc voilà, donc des conséquences sur l'océan, des conséquences sur les événements extrêmes, j'y reviendrai pas, des conséquences aussi sur, bien sûr, les précipitations, c'est très important, avec des conséquences sur l'agriculture et sur la disponibilité en eau. Il y a quelque chose qui est peut-être difficile. Alors, si on regarde la France, par exemple, eh bien, même l'Europe, en fait, il y a des régions où, en moyenne, les précipitations augmenteront plutôt. Il faut bien voir, disons, quand le climat se réchauffe, eh bien, il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et comme il n'y reste pas, eh bien, globalement, les quantités de précipitations vont augmenter à l'échelle planétaire. Malheureusement, elles augmentent dans les régions où il y en a déjà beaucoup, par exemple sur le nord de l'Europe, et elles diminuent sur les régions qui commencent à en manquer, comme par exemple le pourtour méditerranéen. C'est un peu, disons, le réchauffement climatique et finalement disons, ne nous aide pas. Ça accroît plutôt ces problèmes. Et il y a aussi un autre point par rapport aux sécheresses, c'est que même dans des régions, par exemple, il y a un rapport qui est paru sur le climat de la France, qui est, disons, très récemment. Donc, Météo France, enfin, mes collègues de Météo France et d'autres collègues ont publié, disons, disons vraiment un rapport très bien documenté sur l'évolution du climat en France au XXIe siècle. J'avais de mon côté, disons, coordonné la version précédente en 2014. Et ce qui est important, c'est que même dans le nord de la France, la partie nord de la France, les précipitations augmenteront l'hiver, risquent de diminuer l'été, ce qui est aussi un problème.
C'est comme les températures, elles augmentent plus l'été que l'hiver, donc ce n'est pas non plus très, très agréable, hein, ce qui fait que les pics de chaleur s'intensifient. Mais au niveau des précipitations, même si en moyenne les précipitations augmentent dans le nord de la France, à cause de l'évaporation, eh bien, la quantité d'eau disponible sera moindre. C'est-à-dire quand on regarde le débit des fleuves et des rivières, hein, les eaux de surface, eh bien, même sur le bassin Seine-Normandie, il y aura plus de précipitations, mais comme il y a plus d'évaporation, eh bien, c'est plutôt des diminutions du débit de la Seine et des rivières, et c'est pareil pour la Bretagne, de 10, 20, 30, 40%. Donc c'est un point important. Hein. Bien sûr, les précipitations augmentent, mais l'évaporation augmentant. Alors évidemment, le vrai problème d'accès à l'eau, c'est plus pour le pourtour méditerranéen, où là, à la fois les précipitations diminuent, alors que ce soit au nord de la Méditerranée ou au sud, les précipitations diminuent et l'évaporation est là aussi. Hein. Donc ce sont vraiment des régions où il faudra porter une très grande attention à l'eau. Hein, on n'est pas, disons en France, on n'est pas bien sûr, si on sait être, je dirais, économe et faire attention à l'eau, on n'est pas, c'est pas, je veux dire, il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés par cet accès à l'eau que la France, mais il faut quand même y porter une attention. On peut penser, par exemple, le monde agricole devra probablement s'adapter à une accessibilité à l'eau qui sera moindre dans certaines régions. On peut penser à l'irrigation du maïs, par exemple, peut-être qu'on aura oublié ça dans 30, 40, 50 ans, tout simplement parce qu'il y aura plus suffisamment d'eau pour irriguer le maïs. Voilà. Donc l'agriculture, comme tous les secteurs d'activité, sera probablement amenée à s'adapter au réchauffement climatique. Donc des conséquences sur les populations, disons bien sûr, des conséquences sur les problèmes de santé, par exemple. Actuellement, il y a 3000 décès en Europe chaque année en moyenne. Donc il y a une année exceptionnelle, c'était 2003, il y a eu 75 000 décès. C'était vraiment exceptionnel. Mais disons que plutôt c'est en moyenne 3000 décès. Ça pourrait être multiplié par 30 ou 40 et disons dépasser systématiquement, ça c'est au niveau européen, 100 000 décès par an liés largement en fait aux canicules, hein, pour l'essentiel. Donc les problèmes de santé liés aux canicules sont bien là. Des conséquences également, bien sûr, alors, je vais peut-être, disons, tous ces problèmes sont là, c'est des conséquences sur l'économie, bien sûr, mais je crois qu'un point qui est important, c'est quand on prend les conséquences, non pas une par une, mais dans leur ensemble, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Hein, en fait, on a bien cette notion, je crois qu'on est tous conscients que certains pays ont très peu émis de gaz à effet de serre et sont quand même les plus affectés, sont les plus vulnérables. On peut penser à l'Afrique, par exemple, ou à certaines régions. Et d'ailleurs, dans certains pays, c'est clair que, disons, le fait que ces pays ne soient pas développés, c'est déjà que leur climat n'y est pas très favorable. Il faut bien comprendre ça. Donc il y a déjà des pays qui sont à la limite de possibilités de développement, disons. Et donc évidemment, l'Afrique, si on prend 3 degrés en moyenne, eh bien l'Afrique prendra 3 degrés. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, mais cet accroissement des inégalités, il vaut aussi pour les pays développés comme nous. C'est-à-dire que dans des pays développés comme la France, ce sont aussi les couches, disons, les plus modestes de la population qui sont généralement les plus vulnérables par rapport aux conséquences du réchauffement climatique. Je prends un exemple qui m'est personnel. Disons, une vague de chaleur à Paris l'été, donc nous on vit sous les toits. Hein. Donc, mais on n'y reste pas, c'est-à-dire que, bon voilà, je suis né en Bretagne, on a toujours une maison familiale en Bretagne, donc voilà, l'été, on va plutôt en Bretagne. Mais il y a beaucoup dans des métropoles, c'est vrai aussi pour Lyon et j'imagine pour Grenoble ici, beaucoup de gens qui aimeraient effectivement, simplement, disons quand il y a des vagues de chaleur en métropole parisienne ou Lyon ou Grenoble, hein, c'est au sud des villes, eh bien ils aimeraient être capables de les quitter et d'aller autre part. Il y a les couches modestes de la population, beaucoup de gens n'ont pas ce choix. Qui s'offre à d'autres. Donc, voyez. Puis il y a aussi des injustices qui peuvent naître. C'est assez de mesures qui peuvent être prises pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, si on prend l'augmentation de la taxe carbone, hein, c'était en 2018, il y a 3 ans. Eh bien, cette augmentation de la taxe carbone, alors de façon absolue, elle aurait évidemment affecté le plus les hauts revenus. Hein, on comprend bien. Mais de façon relative, par rapport à leurs revenus, les 10%
les personnes les plus modestes, le dernier décile, par rapport à leurs revenus, auraient été 3 fois plus affectés que les hauts revenus, hein, de façon relative, hein, on comprend bien. Et cela, ce sentiment d'inégalité, il n'y avait pas ces chiffres, hein, mais c'est quand même ce qui a été, enfin, ça a été un des éléments déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes. Ce sentiment d'inégalité, certains territoires l'ont bien senti. Donc même s'il n'était pas... On voit bien, donc, en fait, bien sûr, moi je suis favorable à la taxe carbone, mais il faut effectivement des compensations, et voilà, c'est tout ce problème. Donc voilà, donc je vais peut-être arrêter donc, sur ce constat, et maintenant passer plus à la partie COP. Hein, donc voilà, en gros, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que ne rien faire pour lutter contre le réchauffement climatique n'est pas ce qu'il faut faire. De façon très simple, je crois qu'on voilà, on ne peut pas vivre correctement dans un monde à plus 3, plus 4, plus 5 degrés, et les jeunes l'ont compris. C'est, disons, inenvisageable. Donc ça, nos politiques l'ont compris aussi, puisque, disons, c'est la Convention climat, dès en 92, cette idée de stabiliser le réchauffement climatique, et une Convention climat beaucoup plus ambitieuse à partir de l'accord de Paris, c'est-à-dire un objectif chiffré, de limiter le climat, le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport au pré-industriel. Donc ça, c'est inscrit dans l'accord de Paris. Et quel est l'objectif derrière? Il est relativement simple. C'est de prendre les mesures que pour que les jeunes d'aujourd'hui, donc on ne parle plus de génération future, puissent s'adapter au réchauffement climatique, disons, puissent s'adapter au climat qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle. Évidemment, les générations futures, c'est aussi très important. Disons, ça vaut bien sûr pour le siècle prochain. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est maintenant, c'est les jeunes qui sont là, qui auront à faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Je veux dire par là que le réchauffement climatique, ce qu'on connaît aujourd'hui, disons, le réchauffement climatique vers lequel on irait à plus 3 degrés n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Ce n'en sont que les prémices. On peut parler de vagues de chaleur, on peut parler de pluie torrentielle, mais vraiment un monde à plus 3, plus 4 degrés, eh bien, c'est un monde beaucoup plus chaotique en termes d'événements extrêmes, beaucoup plus, disons, inamical par rapport aux problèmes de santé et d'environnement. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Alors, il faut tout faire pour l'éviter. Et ça, c'est évidemment donc le deuxième volet, donc plutôt, disons, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, cette convention climat se réunit chaque année, enfin, sauf l'an dernier. Donc, disons, cette année, c'était à Glasgow. Donc, il y a eu 3 accords principaux. Donc, la Convention climat se met en place donc elle est décidée en 1992, c'est le sommet de la Terre de Rio. La première convention, c'est à Berlin en 1995. Dès la troisième, il y a l'accord de Kyoto, qui invite les pays développés à diminuer leurs émissions. Malheureusement, c'est l'échec, quoique l'Europe a tenu ses engagements. C'est important. Donc ensuite, le deuxième accord, c'est Copenhague. Mais là aussi, c'est un échec. C'était plus pour, disons, le protocole de Kyoto, c'était sur la période 2008-2012, l'objectif. Et en principe, à Copenhague, on aurait dû décider d'objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2013-2020, ce qui n'a pas été fait. Alors Paris, l'accord de Paris, c'est en 2015, mais sa mise en œuvre commence en 2020. En fait, fin 2020. C'est la première année, c'est bien ça. Il y a un décalage entre un accord et sa période d'application. D'accord. Alors, où en sommes-nous par l'accord de Paris? Alors, il y a une première chose qui est intéressante, ce sont des objectifs ambitieux. Donc, moi, j'adhère complètement aux objectifs de l'accord de Paris, mais il y a quelque chose qui a changé fondamentalement depuis Paris, c'est qu'à Paris, eh bien, on discutait plutôt des 2 degrés. De limiter le réchauffement climatique à bien en deçà de 2 degrés. Et en fait, à Glasgow, donc j'ai participé aux 20 dernières COP depuis 2001 avec la délégation française, donc c'est extrêmement intéressant. Mais à Glasgow, on ne discute plus que de 1,5 degré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu entre les deux, en 2018, donc à l'invitation de la Convention climat, les scientifiques ont, disons, le GIEC a produit un rapport sur ce que serait, comparer les conséquences du réchauffement climatique à 1,5 degré ou à 2 degrés.
Et la conclusion de ce rapport est qu'un demi-degré, ça compte. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que à 2 degrés, eh bien, je l'ai déjà dit, pratiquement au-delà de 2 degrés, tous les récifs coralliens seraient affectés, alors qu'on peut espérer en sauver au moins 25% à 1,5 degré. À la fin du siècle, ce serait 10 millions de personnes supplémentaires qui devraient quitter l'endroit où ils vivent. Alors ça peut être resté dans son pays, ce n'est pas forcément des migrations, mais voilà, c'est une productivité agricole qui serait plus affectée à 2 degrés qu'à 1,5 degré, mais aussi les ressources halieutiques seraient plus affectées, c'est important pour certains pays, mais c'est aussi des événements extrêmes plus importants. Donc je crois qu'un pas important qui a été franchi par la communauté scientifique depuis l'accord de Paris, c'est vraiment... alors, il y a deux points principaux dans ce rapport 1.5, donc c'est ce qu'il faut faire. Donc tout le monde a l'air convaincu maintenant, donc en tout cas c'est l'objectif, mais il est pratiquement inaccessible, mais c'est intéressant d'avoir un objectif ambitieux, c'est ce qu'il faudrait faire. Et puis, eh bien, ce qui n'était pas inscrit dans l'accord de Paris, c'est que si on veut rester autour de 1.5, il faut atteindre une neutralité carbone, donc à horizon 2050. Ça, ce n'était pas dans l'accord de Paris, c'est nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que 3 ans après, il y a 80 pays qui ont affiché neutralité carbone dans leur objectif. La Chine en 2050, l'Europe, les États-Unis, beaucoup d'autres pays, la Chine en 2060, l'Inde et, je crois, l'Arabie Saoudite en 2070. Pratiquement tout le monde maintenant, prend au sérieux cette nécessité de neutralité carbone. Et elle est essentielle dans une ambiance comme ici. On y reviendra. Donc, en fait, les points principaux... Je regarde l'heure, je ne vais pas être trop long pour avoir une discussion. Donc les points principaux, je t'en terminerai là. Donc les points principaux de Glasgow, je crois que j'en ai déjà cité un, c'est la reconnaissance de la qualité du diagnostic des scientifiques, qui se traduit par, je dirais, carrément ce changement d'objectif. On est passé vraiment de 2 degrés à 1,5 degré. Et c'est reconnu par tous. Et cette reconnaissance de la nécessité d'une neutralité carbone. Ce sont aussi effectivement la finalisation, alors ça c'est plus technique, mais pour les négociateurs c'est ce qui était important. En fait, les règles d'application de l'accord de Paris n'étaient pas finalisées. Par exemple, les règles d'échange de crédit carbone, ce qu'on appelle la compensation, l'article 6 pour les spécialistes, toutes les règles de transparence, voilà. Donc il y a eu maintenant en tout cas, après Glasgow, des points positifs, parce qu'il y a quelques points positifs, je vais vous parler des points négatifs après. Pour Glasgow, effectivement, on en ressort avec des règles de l'accord de Paris qui sont finalisées. C'est important. Ensuite, il y a eu des accords sectoriels qui sont intéressants. Par exemple, la diminution des émissions de méthane, il y a beaucoup de pays de 30% d'ici 2030. Des accords sectoriels sur les transports, des accords sectoriels sur les subventions aux combustibles fossiles. Des pays comme la France ont accroché aux combustibles, se sont engagés à ne plus subventionner les combustibles fossiles en France. Donc c'est un peu plus dur à l'étranger pour la France, mais ils ont quand même signé l'accord. Donc il y a quelques accords sectoriels intéressants, mais les 2 objectifs principaux de l'accord de Paris ne sont pas respectés. C'est-à-dire, donc c'était avant la COP, nous savions que les engagements qui étaient pris à l'accord de Paris, qui sont des engagements volontaires, n'étaient pas à la hauteur des objectifs. C'est-à-dire que nous étions, avec les engagements qui ont été pris, alors les engagements de l'accord de Paris, c'est sur la période 2020-2030. Donc il faut bien. Donc si tous les engagements étaient tenus, nous étions sur une trajectoire entre 3 et 3,5 degrés. Et il y a un appel très fort aux pays à remonter leur ambition. Alors certains pays ont joué le jeu, c'est le cas par exemple de l'Europe, et on est directement concerné, puisque l'Europe est passée d'un objectif de moins 40%, alors c'est par rapport à 90 dans ce cas-là en 2030, à un objectif de moins 55%. Donc avec une façon de calculer un peu différente sur les puits, mais c'est pas... Voilà, donc l'Europe par exemple a joué le jeu. Alors, est-ce qu'on y arrivera? Ça, c'est autre chose, mais c'est très contraignant. 55%, c'est pas gagné.
Voilà. Mais globalement, même avec les nouveaux engagements, s'ils sont tenus, c'est toujours le si est bien là, eh bien nous sommes sur des trajectoires peut-être un peu inférieures à 3 degrés, on parle plutôt de 2,7 degrés, mais c'est encore très loin, trop chaud. Enfin, disons, ce sont vraiment des réchauffements qui risqueraient vraiment d'avoir, disons, sur l'ensemble de la planète, des conséquences auxquelles on ne pourrait pas faire face dans beaucoup de régions de façon... Disons, l'idée, c'est qu'on a une capacité d'adaptation, mais il ne faut pas jouer avec cette capacité d'adaptation. Et le message est clair de la communauté scientifique. Au-delà d'un réchauffement d'1,5 degré, eh bien, cette capacité d'adaptation eh bien, se perd à mesure que l'on s'en éloigne. Hein, disons, voilà. Donc, on est parti. Et il y avait... Donc, c'est un peu un échec, même s'il y a eu quelques progrès. Hein, donc, on est loin du compte. Alors, l'accord de Glasgow a demandé au pays de revenir avec de nouveaux engagements l'an prochain, dès l'an prochain, ça c'est important. Et puis, le deuxième point où il y a vraiment un échec, c'est la promesse qui avait été faite dès Copenhague des pays développés. Les pays développés avaient promis de mettre 100 milliards de dollars, dans ce cas-là, chaque année, à disposition des pays en voie de développement pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique ou à s'adapter. Hein, donc c'était et cela, eh bien, on en est, il manque 20 milliards de dollars et c'est très regrettable parce que effectivement, disons, il n'y a pas eu de dynamisme dans cette COP parce que justement les pays en voie de développement souhaitent vraiment que nous tenions collectivement nos engagements et on les comprend parce que c'est là où ça va se jouer. Aussi, pas que dans les pays développés. Bien sûr, actuellement, ça reste le G20, par exemple, c'est 80% des émissions, je crois, à peu près. Mais ça va se jouer le développement en Afrique. Et si l'Afrique se développe, disons, en utilisant les combustibles fossiles, pour faire simple, eh bien, nous n'arriverons pas. Voilà où nous en sommes sur le constat, sur Glasgow. Maintenant, voilà. Je pense que Fabrice a envie de me poser quelques questions plus précises. On peut y aller sur ce qu'on peut faire au niveau français. Et voilà. Peut-être la salle. Merci Jean. J'ai envie de vous dire que votre constat, il me fait plus chaud dans le dos que froid dans le dos pour faire un mauvais jeu de mots. Mais ça, effectivement, il faut faire quelque chose. Alors nous sommes dans le salon Prodenpack du produit emballé. Je vous disais tout à l'heure quand on discutait que beaucoup de metteurs en marché expliquent que l'emballage par rapport au couple contenant-contenu n'est pas un grand émetteur de carbone. Et pourtant, quel conseil vous donneriez aux metteurs en marché, aux fabricants d'emballage pour essayer de ralentir ou inverser cette tendance? Oui, alors d'abord, je dirais, disons un argument qui nous est souvent, disons, donné quand on parle de réduction de gaz à effet de serre, c'est la France, en gros, on est à peu près 1% des émissions, et donc ça ne sert à rien qu'on fasse quelque chose. Hein, et puis on est déjà vertueux. Donc, alors l'argument ne tient pas. Je veux dire, il ne tient pas parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de solidarité internationale, on n'y arrivera pas. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Alors l'argument qui consiste à dire les Américains, effectivement, émettent 3 fois plus que nous, en gros, hein, donc enfin entre 2 et 3 fois. Donc à eux d'agir les premiers. Il ne tient pas par rapport à l'objectif de neutralité carbone. Justement, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que le fait qu'on soit déjà relativement vertueux veut dire qu'on a moins de chemin à faire pour atteindre la neutralité carbone qu'un Américain. Les deux ont affiché neutralité carbone en 2050. Donc le fait qu'on est vertueux, on en est récompensé. Relativement vertueux en France, largement, parce que, en tout cas, l'électricité... Alors en France, c'est un peu... Bon, c'est toujours disons la source principale d'énergie reste les combustibles fossiles. Hein. Pour l'électricité, c'est que 30% de l'énergie. Hein. Donc, mais le fait d'avoir une partie de l'énergie, 70% de l'électricité à partir du nucléaire, ou à peu près, et effectivement contribue à ce que par rapport à des pays comparables, la France soit relativement vertueuse. Alors, je dirais pareil pour... Alors je dis pareil à chaque secteur d'activité. Pour le secteur d'activité où on est ici,
même si c'est une petite contribution aux émissions françaises, la neutralité carbone vaut aussi pour votre secteur d'activité. C'est un peu ça, Fabrice. Je ne le dis pas du tout de façon négative. Non, mais je l'ai bien compris comme ça, et je pense qu'effectivement c'est une affaire de tous, et c'est pas sous prétexte que l'emballage n'est pas un gros émetteur par rapport à ce qu'il contient que l'emballage ne doit pas viser et ne doit pas arriver à la neutralité carbone. Et je trouve que c'est c'est quelque chose que je retiens, que je reciterai. Mais par rapport au conseil, comme je sais pas, vous savez que Fabrice a passé toute sa vie à s'occuper de ça, donc je ne vais pas donner de conseils à Fabrice, mais moi ce que j'en retiens, donc c'est quand même l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire de quoi vous partez comme matériau. Donc si on part du végétal et avec un regard sur la façon dont effectivement, si on part de bois ou de n'importe quel végétal, de façon dont l'idée du végétal, c'est que bien sûr, si on l'utilise et si on le brûle, il utilise il produit du CO2, mais c'est qu'il réabsorbe, si on reforme de la végétation en quantité équivalente, on réabsorbe la même quantité de carbone. C'est ça le cycle vertueux. Il faut quand même vérifier que c'est le cas, disons dans le cas qu'on utilise. Donc le matériau initial est très important. Ensuite, il y a quand même tout le problème, toute la chaîne, on voit bien la chaîne logistique de transport est importante aussi, il faut y faire attention. Donc là, on a discuté de problèmes de poids, qu'est-ce qu'on transporte. Voilà. Ensuite, les processus de fabrication eux-mêmes doivent être, si possible, très peu utilisateurs d'énergie. Ensuite, il y a toute la capacité, mais bien sûr, ça c'est évident, de recycler ces produits, c'est-à-dire si on recycle ces produits au maximum, mais de façon intelligente et de façon efficace. Et puis, il y a quand même des produits en fin de vie. Donc, même si le recyclage peut être la règle, on voit bien avec la nouvelle loi, bien sûr, le recyclage est au cœur de votre métier, mais il y a toujours du fin de vie, et la fin de vie doit être aussi gérée de façon intelligente. Parce que, voilà, donc c'est l'ensemble de la chaîne, du cycle, y compris transport, tous les aspects logistiques qu'il faut regarder. Et c'est vrai, moi je suis convaincu qu'il y a des progrès qui ont été faits, il y en a certainement à faire, et voilà, on a pas mal discuté. Et voilà, donc c'est ça le message. Il faut je fais souvent dans d'autres, dans le monde agricole, j'y vais beaucoup. Moi-même, bien sûr, je suis issu du milieu agricole et je connais bien. Mais il y a, chaque secteur d'activité doit se poser les bonnes questions. Comment je peux faire pour participer au niveau de mon secteur d'activité à cette lutte contre le réchauffement climatique? Voilà, il y a des progrès qui ont été faits, mais il faut continuer parce que le zéro carbone, en gros, à horizon de 30 ans, c'est pour tous les secteurs d'activité. C'est un peu ça le message. Alors, avant de laisser des questions à la salle et puis peut-être aux internautes, je voudrais poser une autre question qui me taraude depuis des années. C'est la question de la compensation. Est-ce que finalement, quand on regarde bien, la compensation n'est pas un facteur d'accroissement des inégalités? Est-ce que la compensation n'est pas un sport de riches? Oui, c'est un sport de riches et c'est un sport qui ne diminue pas vraiment les émissions. Je dirais, quand une entreprise en France, disons, pour compenser, va faire planter des arbres, disons, dans un pays en voie de développement, puisqu'il va continuer à émettre, il s'autorise le droit à émettre de la quantité qu'il a été planté. Alors, ou bien il diminue vraiment, mais s'il ne diminue pas, globalement, les émissions ne diminuent pas. C'est ça mon problème actuellement. Moi, j'ai commencé dans ce domaine en 70, il y avait 27 milliards de tonnes, de gaz à effet de serre émises, équivalent CO2, il y en a 57 maintenant. Donc ça n'a pas arrêté d'augmenter, sauf l'année dernière et puis 2009 à cause de la crise économique. Donc le problème, c'est que même si on appelle, il faut de vraies diminutions d'émissions. Et par exemple, moi je m'intéresse au biochar, où il faut vraiment mettre le carbone dans le sol. Il y a aussi des méthodes plus vertueuses que d'autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été au cœur des discussions de ce fameux article 6. Il y a eu beaucoup de discussions à Glasgow sur la compensation. Il semble qu'on soit arrivé à une solution, mais la compensation n'est vertueuse que si elle est faite. Il faut vraiment regarder la façon dont on l'a fait. Il faut vraiment que ça corresponde. L'objectif est vraiment de véritables émissions, de véritables réductions d'émissions à l'échelle globale. Et c'est ça la difficulté. Et généralement,
peut ne pas être le cas. Donc oui, il y a un risque dans la compensation, c'est vrai. Oui, je tairai le nom. Moi, j'avais été très choqué de communication avec des gens avec lesquels je travaillais qui mettaient une masse de quantité d'emballages non recyclables sur le marché et qui mettaient une masse aussi Voilà. de communication pour expliquer qu'ils repeuplaient les mangroves. Je ne voyais pas tellement le rapport entre les mangroves et le fait de mettre en Europe des emballages Oui, non recyclables. ça peut faire un bilan carbone nul, mais ça ne diminue pas vraiment les émissions. Donc C'est bien ça le problème. Donc c'est- alors, il faut vraiment stocker le carbone sur On le peut long appeler ça terme. du greenwashing? Oui, un peu, mais voilà. On a le droit Enfin, de... disons, si on achète des crédits carbone et qu'on diminue vraiment les émissions, Oui. on peut faire les deux aussi. Ça Faire dépend. les deux. Faut regarder entreprise par entreprise, secteur d'activité par secteur d'activité. Dans le domaine de l'emballage, on peut aussi essayer d'avoir des emballages plus légers, disons, utiliser moins de matière, c'est ce dont on a discuté tout à l'heure, et donc c'est sain par rapport, et si possible, bon, bien sûr, si on augmente aussi les volumes d'échange, il faut aussi, disons, là, il y a un problème de consommation générale qui est là quand même, hein. Mhm. Donc voilà, s'il y a des vrais, on peut aussi faire de véritables diminutions et vraiment compenser également, participer à, disons finalement, à ce développement dans les pays en voie, enfin d'un développement en pays en voie de développement qui peut être sain. Mais il faut que ça se traduise par une véritable diminution des émissions, autrement on n'a pas atteint l'objectif. Oui, parce que en fait, c'est peut-être des choses qu'on pourrait voir au niveau de la compensation qui sont pas loin de ce qu'on est en train de voir avec les process de masse balance ou comme ça qui interroge. Est-ce que tu peux poser peut-être une question? Oui, effectivement, nous avons une question donc de Clément qui nous demande donc est-ce que le retard pris des gaz à effet de serre et qui s'accumule est encore rattrapable? Oui, c'est tout le problème. Il est difficilement rattrapable. Alors moi, je crois que vous avez compris, je suis tout à fait favorable à l'affichage d'un objectif ambitieux, 1,5 degré, parce que du point de vue des climatologues, c'est vraiment ce qu'il faudrait faire pour que, disons, l'adaptation ne pose pas de problème, au moins pour l'essentiel. Disons, c'est vrai qu'un demi-degré de plus qu'aujourd'hui, on devrait être capable, pour l'essentiel, de s'y adapter. C'est bien l'objectif qu'on a collectivement. Mais malheureusement, si on regarde, pour avoir des chances de rester sur 1,5 degré, il faudrait à horizon 2030 avoir diminué de 45% nos émissions. Or, les projections qui sont faites, y compris les nouveaux engagements, nous emmènent vers plus 15%. C'est-à-dire que si rien ne change, nous savons d'ores et déjà que nous avons 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour être capable de rester sur 1,5 degré. Donc on voit bien. Une autre façon de dire les choses, c'est que la température à stabilisation, elle est pratiquement fixée par la quantité de CO2 qu'on va émettre, cumulée. Parce que comme il reste dans l'atmosphère très longtemps, c'est vraiment la quantité cumulée de CO2. Donc on sait que dès qu'on dépasse 4 ou 500 milliards de tonnes de CO2, eh bien, si on les dépasse, on ira au-delà d'1,5 degré. Disons, chaque dépassement de cette limite nous emmènera de plus en plus loin d'1,5 degré. Or, avec les projections actuelles, pratiquement, dès 2030, on aura, disons, utilisé tout notre droit, en quelque sorte, tout ce qu'on peut émettre en CO2 pour ne pas dépasser 1,5 degré. Donc, on ne va pas passer tout d'un coup en 2031 à zéro carbone. Donc évidemment, la solution, c'est de diminuer maintenant et d'aller vers zéro carbone en 2050. Autrement dit, la neutralité peut arrêter le système, on va dire arrêter de monter, mais ne va pas lui permettre de baisser. Non, bien sûr, la neutralité carbone, il n'est pas question de revenir au climat d'il y a une centaine d'années, ce qui n'est pas, on est plutôt relativement bien adapté au climat actuel. Il ne faut pas non plus exagérer je veux dire, je ne crois pas disons, un retour au climat d'il y a des années 50 et pas forcément, ou des début du XXe siècle n'est pas forcément souhaitable. C'est pas le problème, c'est effectivement, c'est quand même de voir ces conséquences essentielles
particulier les événements extrêmes, vagues de chaleur, sécheresse, pluie torrentielle. Et on voit bien qu'à mesure que le réchauffement climatique va aller au-delà de 1,5 degré et encore plus, elles vont s'intensifier. Et ça, ce sont quand même des conséquences. L'élévation du niveau de la mer aussi, c'est important pour les régions côtières. Il y a aussi la salinisation des régions côtières qui joue. Voilà, les problèmes de santé. Disons, on voit bien que nos populations sont relativement... Alors après, évidemment, on va dire en Afrique, c'est chaud, les gens vivent, mais voilà, il y a une adaptation qui s'est faite. Et si les changements sont trop rapides, eh bien, on n'arrivera pas à s'adapter. C'est le message qui est clair. Donc, il faut effectivement tout faire pour rester le plus proche d'1,5 degré. Et donc, il faudrait que l'ambition, il ne faudrait pas qu'on ait plus 15% d'émissions en 2030, comme on l'envisage actuellement. Et je redis, dans ce cas-là, on va plutôt vers 3 degrés. Et donc, c'est trop par rapport, dans la deuxième partie de ce siècle, et c'est trop par rapport à, disons, la capacité d'adaptation des jeunes d'aujourd'hui quand ils auront mon âge, en gros. Exactement, je dis souvent aux jeunes, quand je parlais de la révolution de l'emballage à horizon 2040, mais je leur disais, le vieux qui vous parle, ça sera vous en 2040. C'est d'eux qu'on parle. Je pense qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Est-ce que, profitez-en, on n'a pas de... Si, monsieur, vous dites, si je vous connais, mais vous pouvez dire votre nom et qui vous êtes et ce que vous faites. Oui, bonjour, monsieur Jouzel. Christophe Tranchard, Société Virgin Biopac, dont on fait les emballages qu'on appelle éco-conçus. Oui. Donc on n'a pas pour ambition de sauver la planète, mais on fait notre part du colibri, enfin on pense. Moi j'avais une question au climatologue, puisque c'est votre spécialité. Qu'est-ce qui fait que dans l'histoire de la Terre, on passe de périodes chaudes à des périodes glaciaires ou plus froides? Et quels sont les signes avant-coureurs qui pourraient supposer qu'un jour on va aller vers une période plus froide? D'accord. Donc ça, c'est normalement mon domaine. J'ai travaillé dans toute ma vie sur les climats du passé. Donc voilà. Alors, donc qu'est-ce qui modifie le climat dans le passé? Eh bien, par exemple, la position de la Terre sur son orbite. Disons que la Terre tourne autour du Soleil, mais sur une orbite qui est elliptique, qui n'est pas complètement circulaire, elle est légèrement elliptique. Et il y a aussi son axe, disons, l'axe de la Terre n'est pas perpendiculaire au plan de l'orbite, elle est inclinée. Et cette inclinaison varie avec des périodicités de 40, en fait, il y a des périodicités de 20, 40 et 100 000 ans. Et donc, par exemple, la quantité d'insolation, disons la quantité d'énergie que vous recevez du Soleil n'était pas la même. Par exemple, si on se place il y a 110 000 ans, c'était l'entrée dans la période glaciaire, pratiquement il y avait 20% de moins de quantité d'énergie arrivée au niveau du sol au mois de juin, l'été. Alors à l'échelle annuelle, c'est moins important, mais disons il y avait pratiquement 20% de moins d'insolation d'été à arriver. Et ce qui s'est passé à cette époque-là, eh bien, c'est que la neige, c'est suffisamment, enfin, pas froid, mais disons, la neige ne fond pas. Et si la neige ne fond pas et l'année suivante, elle ne fondra pas, comme elle renvoie l'énergie elle-même, eh bien, c'est un mécanisme qui favorise l'entrée en période glaciaire. Donc, ce sont vraiment les variations d'insolation qui sont à l'origine de ces périodes glaciaires et interglaciaires. Alors, ce qu'on a montré en plus avec mes collègues grenoblois, Claude Lorius, d'autres, Dominique Reynaud, c'est qu'on a aussi, et ça c'était pas évident, on a aussi des variations de la composition. L'effet de serre est moins important pendant les périodes glaciaires que pendant les périodes interglaciaires plus chaudes. Donc, la composition de l'atmosphère a visiblement jouer un rôle aussi dans ces périodes glaciaires et interglaciaires. Alors, si vous allez plus loin dans le temps, il y a eu des périodes très chaudes où il y avait beaucoup plus de CO2 qu'actuellement. Donc, ça a existé dans le passé. Donc, l'effet de serre, on voit bien que ça a joué un rôle. Mais, par exemple, on comprend bien que, disons, la formation des montagnes modifie le climat, la place des continents. Tout cela, donc, ça dépend des échelles de temps. Mais donc, voilà, on comprend que alors, vers quoi va-t-on? Alors, c'est intéressant parce que quand j'ai commencé dans les années 70, on parlait d'un retour à l'ère glaciaire. Pourquoi? Parce que les périodes chaudes, donc interglaciaires, toutes les 4 dernières, non, celle dans laquelle on est et les 3 précédentes, aucune n'avait duré plus de 10 000 ans. Donc,
à chaque fois, disons au bout de 10 000 ans environ, ou même un peu moins, on repassait à une période glaciaire. Alors beaucoup de gens pensaient, on sait déjà qu'on est dans une période chaude depuis 10 000 ans, donc on va aller vers la prochaine période glaciaire. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? C'est parce qu'en fait, il y a un cycle de 400 000 ans. C'est-à-dire que quand on est dans une période où l'orbite de la Terre est pratiquement circulaire. Donc l'ellipse est pratiquement circulaire. Et dans ces cas-là, il y a beaucoup moins de variations d'insolation. Et en fait, le prochain passage à la période glaciaire va être beaucoup plus lent. Et c'est ce qu'on a observé il y a 400 000 ans. Ça se produit tous les 400 000 ans. Il y a 400 000 ans, la période chaude, interglaciaire, a duré 25 à 30 000 ans. Et on est plutôt parti de façon naturelle. On a de la chance, parce que si nos civilisations s'étaient développées à la précédente période chaude, au bout de 10 000 ans, on serait passé dans une période glaciaire. Mais là, de façon naturelle, la prochaine période glaciaire serait plutôt dans 15 000 ans. Voilà, à cause de l'orbite qui est très circulaire. J'espère pas avoir été trop long, mais... Non, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Nous vivons dans un monde où on fabrique des produits pour demain et vous nous parlez de 400. Moi, ça m'a passionné, là. Oui, mais c'est passionnant de vous écouter. D'autres questions dans la salle? Nathalie, il n'y en a plus. Il y en a une là, si, moi j'en vois une là. Bonjour, merci beaucoup pour ce discours et cet échange. Du coup, moi j'ai plus une question par rapport au lien, parce qu'on fait des projections sur les 100 prochaines années. On sait que l'industrie, je pense de l'emballage autant que les autres industries, prennent des décisions sur des projets sur les prochains mois, sur les prochaines années. Comment on peut travailler avec les industriels qui sont aussi très bien positionnés dans le monde politique pour agir et tenir ces engagements? Oui, donc comment on peut faire? Je pense que les industriels eux-mêmes sont... Moi, il y a un état d'esprit qui change. C'est-à-dire que d'abord, beaucoup d'industriels reconnaissent la nécessité de... Alors, il y a un peu de greenwashing, il y a un peu de discours, mais maintenant, tout le monde semble convaincu que cette neutralité carbone, je ne pense pas qu'on l'atteindra en 2050, mais on ne peut pas accepter l'idée que le climat, continue de se réchauffer continuellement. Donc il faut l'atteindre, cette neutralité carbone, et quand même, il y a de plus en plus de domaines où c'est acté. Donc vous avez vu le rapport de RTE sur l'énergie. Donc évidemment, maintenant c'est le débat entre le nucléaire et le renouvelable, mais on voit bien que dans le cycle énergétique, on risque vraiment d'être neutre en carbone en 2050. Si vous regardez la stratégie nationale bas carbone, on demande une neutralité carbone au transport en 2050 et on envisage une neutralité carbone pour le bâtiment et l'urbanisme. Alors, où se place l'emballage? Moi je pense qu'il y a une partie transport, il y a une partie... effectivement, matériaux, et là on peut faire du renouvelable. Je pense qu'on peut arriver. Je pense que l'emballage est un secteur d'activité. On pourrait probablement atteindre la neutralité carbone. Je pense oui. C'est ça l'idée. Donc il faut imposer cette idée. Et voilà. Je vais vous donner une image de quelqu'un qu'on connaît tous. Je m'appellerai Bernard Arnault. Vous inquiétez pas, je suis pas Bernard Arnault. Mais le côté NC. C'est-à-dire, en fait, ça dépend de la production agricole. C'est du vin, c'est du champagne, c'est du whisky. À ce rythme-là, c'est sa fortune qui est en train de fondre. C'est-à-dire que les propriétés dans lesquelles on fait du vin, à un moment, à 1,5 degré, 2 degrés, n'en feront plus. Donc je pense que on est dans une période de bascule. Quand on me disait est-ce que vous êtes optimiste, est-ce que vous êtes pessimiste, on est quand même dans une période de bascule. Ce que je disais à Jean aussi tout à l'heure, c'est que les industriels commencent plus à se poser la question dans quoi et comment je vais emballer mes produits d'aujourd'hui pour continuer à faire mon business, que qu'est-ce que je vais lancer demain pour accroître mon business. On est arrivé quasiment dans une période, et c'est vrai
quand Jean explique ce qu'il fait, ça fait chaud dans le dos, quoi. Moi, ça me réchauffe tout ce que ça fait vraiment peur. Donc tu te dis, mais comment on continue? Et là, je pense qu'on peut plus ignorer, à part quelques personnes, on peut plus ignorer ce qui est en train de se passer. Les cultures sont en train de se détruire. Il y a des événements climatiques chez nous aujourd'hui. C'est même pas tant l'emballage, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans l'emballage. Si ça continue, on ne pourra plus rien mettre dans les emballages, donc le problème sera réglé pour l'emballage. N'oublions pas que l'emballage, c'est pour protéger des produits, si on ne peut pas produire. Donc je crois qu'on commence, ça fait, bon, je suis depuis moins longtemps que Jean, mais je vois quand même les choses changer aujourd'hui. Si on est un salon, on parle du juste emballage, du réemploi, etc. Voilà, ça commence, mais c'est une volonté. Parce que, alors moi, je vais vous poser des la question. entreprises. Vous avez le sentiment que c'est difficile pour vous, par exemple? Alors, c'est moi qui vous pose les questions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à faire, mais quand je vois les différents leviers qui sont utilisés, notamment pendant la COP ou pendant le GIEC, qui est une communauté scientifique très forte, on est obligé de mettre en place des mesures punitives. Et s'il y avait vraiment une bonne volonté, une bonne foi des industriels, peut-être qu'on pourrait se baser sur la récompense. Quand il n'y a pas de limitation de vitesse, on ne les respecte pas. Quand il y en a, on ne les respecte pas toujours. Ouais, il faudrait. Ce que je pense, si vous voulez, c'est que, en tout cas dans le monde, bon, je l'ai écrit dans mes bouquins, voilà, en fait, la loi AGEC, c'est quand même, et j'en parle en 2018, c'est la première fois qu'on a des interdictions. Donc la récréation a sonné, et je pense qu'il y a un moment, enfin voilà, on n'est pas, il y a un moment, il faut avoir un petit peu d'éducation punitive, voilà. Enfin, des répressives. objectifs plutôt contraignants, oui, mais on les a pas, malheureusement. Dans la on les a Convention pas, climat, on les a pas malheureusement, dans la Convention climat, on ne les a pas. C'est que non, on les a pas, je suis c'est ça d'accord. qui est assez difficile, mais effectivement, dans la loi sur, disons, recyclage, économie circulaire, il y a effectivement quand même des objectifs chiffrés avec des dates, ce qui est quand même intéressant. Et avec pour la première fois des interdictions mises sur le marché. Je peux vous dire que pour les acteurs des fruits et légumes, c'est quand même 2022, moi je disais depuis tout le temps, pour les pessimistes c'est le 31 décembre 2021, les optimistes le 1er janvier 2022. Ils ont juste un jour pour se mettre à la page, parce qu'à la fin de l'année, certains pourront plus vendre leurs produits comme ils les vendaient depuis des années. Donc je pense que la réglementation peut jouer un rôle, et puis aussi, c'est aussi cette... Bon, moi, disons, c'est moins pour le cas. Vous n'avez pas probablement d'investissement à long terme, mais pour tous les secteurs où il y a des investissements à long terme, moi je suis fortement pour l'innovation. Mais disons pour la recherche, l'innovation, je pense, mais cette innovation, elle devrait être évaluée à chaque fois par rapport à sa capacité à participer à la lutte contre le réchauffement climatique ou à l'adaptation. C'est ça qui est important. Je ne suis pas du tout contre l'innovation, au contraire. Mais voilà, à chaque fois, il faut. Est-ce qu'on va dans le bon sens pour je crois que ça doit être et c'est un moteur de développement économique, contrairement, disons, beaucoup pensent que je pense que la transition écologique au sens large, il y a biodiversité également, va plutôt être le moteur de notre économie, et tous les pays commencent à comprendre ça au cours des prochaines décennies. Donc ça se met. Bon, on voit bien, par exemple, beaucoup sont surpris par l'avènement du véhicule électrique qui tout d'un coup prend une place, et ça risque vraiment de s'amplifier. Donc il y a des choses qui se passent quand même, pas suffisamment vite, mais on ne peut pas dire que rien ne se passe, y compris dans notre vie de tous les jours, c'est ça que je veux dire. J'ai pas de monde, je ne sais pas où on en est. On a encore un petit peu de temps, parce que Jean et on va répondre aux autres questions. D'autres questions? Madame a une question. Bonjour, vous avez évoqué énergie fossile, énergie renouvelable. Quel est votre point de vue, à vous, en tant que climatologue, concernant les énergies renouvelables? Oui, alors, moi je me suis exprimé. Moi je pense que... donc il y a eu ce rapport RTE sur l'électricité. Moi je regrette vraiment que les énergies renouvelables ne se développent pas en France au rythme qui était envisagé. Donc on n'a pas tenu notre engagement pour 2020, c'était 23%. On n'est pas parti pour tenir notre engagement pour 2030, qui est 32% de renouvelables, et c'est tout à fait regrettable. Donc parce que un des enseignements du rapport RTE, c'est que
bon, le rapport RTE fait, disons, dans 5 de ces scénarios, fait de la place au nucléaire. Mais il y a une phrase qui est très importante, c'est qu'on n'y arrivera pas si on ne développe pas le renouvelable, si on n'accélère pas le développement des renouvelables. Et un des points qui m'interroge, et à chaque fois je répète les mêmes choses, ce sont les éoliennes offshore. Il y en a 5000 ou plus maintenant en Europe qui fonctionnent. Il n'y en a pas encore une en France, disons, raccordée au réseau, alors qu'on a un potentiel quand même très important en France. Donc moi je regrette que le renouvelable, et je le dis, voilà, ne se développe pas à un rythme, parce que, disons là, il faut bien voir qu'au niveau planétaire, la transition se fera, la part du nucléaire dans l'électricité ne sera jamais, même pour ceux qui sont pro-nucléaire, jamais supérieure à 10%. La transition se fera à partir du renouvelable, où elle ne se fera pas. Mais à l'échelle planétaire, disons, on voit bien que je pense que la France doit aussi s'impliquer plus dans le renouvelable par rapport à ça. C'est ma réponse. D'autres questions? J'ai pas vu. Qui? Madame. Il y a le soleil qui vous gêne là. Ouais, tout le monde est. À peine. Elle a le réchauffement climatique sur les yeux. Ah non. Bonjour, je me permets juste de reprendre par rapport à la question de madame. Est-ce que vous pouvez préciser votre position sur le nucléaire, vraiment à titre Oui, non, mais je peux. Ça fait, après 54 ans, je commence ma 54e année au CEA. Donc, non, je ne suis pas anti-nucléaire, c'est clair, mais ce que j'ai dit est aussi, je pense qu'il faut... Je crains vraiment, j'ai bien regardé les scénarios, donc alors, on peut en discuter, que le scénario, disons, tout renouvelable en 2050 est difficilement viable. D'ailleurs, j'ai écouté y compris Yannick Jadot hier matin, je crois que c'était sur France Inter, qui disait que oui, ok, on va sortir du nucléaire, mais à un rythme tel qu'on n'aille pas dans le mur. Ça veut dire, un peu plus tranquillement qu'il ne le disait. Donc voilà, donc moi je pense que je ne suis pas anti-nucléaire, mais je pense qu'on doit, j'insiste sur cette nécessité de développer le renouvelable. Je ne suis vraiment pas pour... Enfin, j'étais rapporteur de la loi au titre du Conseil économique, social et environnemental, et c'est vrai qu'on a conclu que cette loi qui diminue la part du nucléaire est équilibrée. C'est-à-dire qu'en France, il faut vraiment diminuer le renouvelable, en particulier parce que mon argument principal, c'est qu'à l'échelle planétaire, c'est ce qui, disons, se développera le plus rapidement. Donc voilà, mais je ne suis pas bien sûr anti-nucléaire, autrement je ne serais pas au CEA. Voilà, j'y suis. Mais, D'autres questions? D'autres questions? Non. Merci Voilà, beaucoup, c'est merci. très sympa d'échanger. Merci à vous Jean, tous et merci Fabrice. Merci beaucoup. Merci à toute la technique aussi, parce que ça marche bien, et à tous ceux qui ont organisé. Bonne journée, merci à vous.